FM 94. Alors, on va prendre cette pensée qui nous fait savoir que celui qui épouse une belle femme a les mêmes problèmes que celui qui cultive son champ de maïs au bord de la route, amis auditeurs. Nous sommes le lundi 4 mai de l'an de grâce 2000+20. Vous êtes connectés sur la CRTV Yaoundé FM 94. Il est 10h passé de quelques minutes. C'est l'heure de faire un peu de motothérapie. La supervision de ce programme est assurée par Sidonie Sikwa-Podmoni, c'est d'ailleurs notre chef de chaîne. La coordination est l'œuvre de Jean-Olivier Onamebara. La régie d'antenne est estampillée ce matin par Roland Hall, oui, le charismatique. Et bien sûr, Jean Chrysostome tout est à la technique. Sophia Salé à la cellule critique d'écoute. Patrick Onguené à la réalisation. À ce vomitorium central de présentation, nous sommes leur titule. Et bien sûr, JNB, Joseph Noabobo, votre humble serviteur. Tout de suite et maintenant, la première ponctuation musicale. C'est Oshiga, la Gogaga des Fana. Peace and love. Oui. Tu me trouves sexy dans mes collants Gucci. Tu t'imagines comment me ken pour une Fendi. Et si je te lis en français, on me dit de la fermer. Mais si je speak en anglais, je ne suis bonne qu'à poser. Pour élever ma voix, faudra-t-il que je porte une burqa? Digne d'élever ma voix, faudra-t-il que je porte une burqa? Belle et cervelée, ma voix. Oshiga. Alors là, il faudrait dire que c'est un nom qui ressemble au nom de nos voisins nigérians. Mais rien à voir, c'est une Camerounaise qui vit du côté de Paris et qui nous propose cette belle sonorité musicale ce matin qui est d'ailleurs intitulée Belle et cervelée. Allez, on écoute la bonne vibe. De devoir vous plaire. Ah, si Dieu m'a créé, je ne peux le défier. Et peu m'apporte les tracas. En lui seul je garde la foi. Ah, tel le Christ, je porte ma passion. Comme une croix qui s'allège au fil des saisons. Belle et cervelée. Alors, je vous rappelle que nous allons être en compagnie durant toute cette émission du docteur Armand Nguenkap. Armand Nguenkap évolue du côté de la France. Il est médecin urgentiste au CHG de Soissons. Bonjour, docteur Armand Nguenkap. Oui, bonjour Laure. Vraiment un plaisir pour moi d'être sur vos antennes ce matin. Bonjour, chers auditeurs. Et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions là sur la Yaoundé, CRTV Yaoundé FM 94, à cette émission qui consiste à interroger les auditeurs sur le dictionnaire, les mots du dictionnaire français. Alors, il est question de poser des questions relatives au Covid-19. Vous qui travaillez, vous êtes en plein dans cette pandémie là-bas du côté de la France. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire quelle est la situation actuelle? À quand le déconfinement total? Et puis, comment ça se passe du côté de Paris et la région parisienne en général? Bah oui, il faut avouer que ici, le calme est revenu, la sérénité est revenue. Nous ne sommes plus dans la psychose qui a sévi en début mars. La vague est passée. Vous savez, moi j'ai qualifié vraiment cette pandémie mondiale, la Covid-19, comme une tornade de forte amplitude. Et cette tornade-là est passée. Nous sommes dans la décrue. C'est vrai qu'on redoute peut-être éventuellement une deuxième vague
lorsque le déconfinement va survenir. Mais nous sommes dans la décrue. On enregistre de moins en moins de cas graves. On a eu de moins en moins de personnes qui se présentent, notamment dans les services d'urgence, et notamment le service d'urgence où je me trouve, pour des infections à Covid-19. C'est de moins en moins courant, c'est plus rare. Et c'est vrai que nous retrouvons, nous médecins, un peu plus de sérénité, un peu plus de calme, parce que nous avons été sérieusement secoués, énormément secoués, et nous avons d'ailleurs perdu beaucoup d'entre nous sont décédés. Beaucoup de mes confrères sont malheureusement décédés parce que ça a été une guerre rude, mais nous commençons à connaître un peu l'issue. Oui, nous avons vu sur les réseaux sociaux certains Camerounais, j'en connais d'ailleurs, qui sont décédés de la maladie. Est-ce que dans l'hôpital où vous travaillez, vous avez recensé des cas de Camerounais décédés? Non, dans l'hôpital où je travaille, qui se trouve en Hauts-de-France, j'ai pas recensé dans cet hôpital-là de cas décédés. Mais il y a des hôpitaux qui sont à proximité où malheureusement il y a des Camerounais qui sont décédés. On a Manu Dibango qui malheureusement nous a quittés, qui nous a quittés suite à une infection à Covid-19, mais il y a beaucoup d'autres Camerounais qui malheureusement sont aussi décédés dans des circonstances d'une infection à Covid-19, ce qu'il faut vraiment regretter et paix à leur âme. Oui, et le pire dans ce cas, docteur Armand Genkap, c'est que les dépouilles ne reviennent pas au Cameroun. Ça, c'est le plus frustrant, le plus stressant pour les familles de ces personnes décédées du Covid-19. Ben oui, parce que moi, je le dis, je dis le Covid-19, il tue deux fois, parce que il vous tue, parce qu'il vous enlève la vie, mais à peine vos proches, ceux qui vous aiment, sont au courant que vous êtes mort, que vous êtes déjà enterré, et c'est cette deuxième mort-là. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à vous rendre les hommages dignes de votre rang, les hommages dignes de l'amour que ceux qui ont en vous ont, et on vous enterre rapidement parce qu'il y a malheureusement un décret qui consiste à inhumer les personnes décédées de Covid-19 dans les plus brefs délais. Il n'y a pas de soins sur le corps, il n'y a pas de toilette mortuaire. Une fois que les personnes sont décédées, il n'y a que quelques minutes pour que la famille proche puisse se recueillir sur le corps. Et une fois que cette famille s'est recueillie, si elle est présente, si elle ne peut pas être présente dans les heures qui suivent, le corps est immédiatement enseveli dans une housse et il va être enterré. Et c'est ça qui est dramatique, parce qu'on ne peut même pas se recueillir devant ce corps-là. On a du mal à faire son deuil, et beaucoup de personnes souffrent énormément d'avoir perdu un être qu'elles ont apporté à l'hôpital. Elles n'ont pas eu le temps vraiment de comprendre que cette personne-là s'était dégradée, parce que malheureusement les infections à Covid-19 parfois présentent une aggravation assez rapide, très rapide, notamment sur le plan respiratoire, et souvent les gens meurent rapidement avant même que l'entourage ait pris conscience que l'état était grave, et apprend aussi que la personne va être enterrée dans les plus brefs délais, sans qu'elle ait le temps vraiment d'effectuer peut-être le voyage nécessaire pour venir assister peut-être à cet enterrement et rendre ce dernier hommage-là. Et c'est là la deuxième mort que provoque le Covid-19. C'est pour ça qu'il faut savoir le combattre, et le combattre, c'est par le biais de la prévention, parce que lorsqu'il survient, ce sont parfois un peu trop tard. D'accord. Bon, vous avez dit que la maladie, enfin la psychose, la grande psychose est passée du côté de l'Occident en ce moment. Est-ce à dire qu'on a désinfecté les rues? Vous avez pu maîtriser la maladie là-bas? Comment est-ce que vous avez procédé? Non, on n'a pas désinfecté les rues ici en Occident, et notamment en France où je me trouve. Les rues n'ont pas du tout été désinfectées. En fait, il y a eu des mesures de prévention qui sont des mesures de prévention édictées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est les mêmes mesures de prévention qui sont édictées au Cameroun. Il faut les suivre. Les Français les ont suivis. Moi, j'invite les Camerounais, le peuple camerounais à les suivre. C'est les mesures barrières. Le Covid-19 se transmet essentiellement par voie respiratoire. Je dis bien, ça se transmet essentiellement par voie respiratoire. Le Covid-19 va passer par les voies respiratoires pour pouvoir infecter. Alors, ça peut passer par la voie nasale,
ou ça peut passer par la voie orale. Vous savez, quand vous respirez, vous allez respirer par le nez, mais vous pouvez aussi respirer par la bouche. Si vous avez le nez bouché, vous allez vous servir de votre bouche pour pouvoir respirer. Donc, c'est les deux voies où vont passer le Covid-19, ce virus-là. Et ce virus-là a un tropisme respiratoire. À savoir qu'une fois qu'il pénètre dans l'organisme, il va essayer de se loger au niveau des cellules de pulmonaires, des cellules de l'appareil pulmonaire, des poumons. Il va essayer de détruire ces cellules-là parce qu'il va aller se multiplier dans ces cellules-là. Donc la première mesure, c'est vraiment avoir une mesure barrière respiratoire, faire barrage au virus pour que le virus ne puisse pas pénétrer nos voies respiratoires, que ce soit par la voie nasale ou que ce soit par la voie orale. Il faut donc, dans ce cas-là, utiliser un cache-nez, utiliser un masque de protection respiratoire, appelez-le comme vous le voulez, mais en tout cas, il faut se protéger par un tissu qu'on va mettre, si ce n'est pas un masque, que ce soit un tissu qu'on va mettre pour couvrir son nez et sa bouche. C'est vraiment la première mesure de protection. La deuxième mesure de protection consiste à éviter d'être en contact avec le virus. Alors, pour éviter d'être en contact avec le virus, il faut se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Pourquoi? Parce que lorsque nous touchons un objet, on n'est pas sûr que le virus n'est pas posé sur cet objet-là. Mais tant que ce virus-là est sur notre main et que nous n'avons pas porté notre main à notre visage, nous ne risquons rien. Mais comme par réflexe, nous avons tendance à poser nos mains ou à porter nos mains sur notre visage au moins 50 fois dans la journée. Et même dans la bouche. Hein. Et même dans la bouche, quand je parle du visage, c'est tout ce qui englobe les yeux, le nez, la bouche, la joue, le front, enfin c'est tout ce qui englobe ça. Nous avons tendance à porter nos mains sur cette partie du corps-là au moins 50 fois par jour. L'idéal, c'est d'éviter d'avoir ce virus-là sur nos mains. Parce qu'une fois que nous avons sur nos mains et que nous n'allons pas réflexe porter nos mains sur notre visage, nous risquons de respirer ce visage-là ou de le déposer sur notre cache-nez, sur notre masque de protection et finir par le respirer. Donc il faut de ce fait se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique, donc à savoir une solution désinfectante. Et puis la troisième mesure, pour éviter d'être en contact avec le virus cette fois-ci, c'est la mesure de distanciation sociale. À savoir que chacun doit respecter un périmètre d'à peu près, une distance d'à peu près 1 mètre avec son voisin. Pourquoi? Parce que ce voisin, s'il n'a pas un cache-nez, il peut éternuer, il peut cracher, il peut tousser, et il va projeter, il peut parler tout simplement, même en parlant, il va projeter des postillons, des sécrétions buccales, des sécrétions nasales dans l'environnement. Et parfois, si on est à une distance de moins d'1 mètre, on peut être touché par ces sécrétions projetées uniquement par le biais de la parole. Si on a une distance de plus d'1 mètre, on n'est pas atteint par ces postillons-là, sauf si on est dans des conditions où il y a un vent qui est présent et qui peut les porter beaucoup plus loin. Donc il faut vraiment respecter ces distances-là. Et compte tenu du fait que c'est très difficile de respecter ces distances, lorsqu'on est par exemple dans une salle de spectacle, lorsqu'on est par exemple au marché, lorsqu'on est par exemple sur dans un transport, il faut respecter donc dans ce cas-là des mesures de confinement. Le confinement permet effectivement de pouvoir imposer cette distanciation sociale, ce qui permet de couper les gens au virus, parce que les rues de Paris n'ont pas été désinfectées, parce que le virus ne se trouve pas dans l'air de Paris, le virus ne se trouve pas dans le virus de Paris, le virus se trouve sur les êtres humains, et c'est les êtres humains par contact rapproché qui font circuler le virus, parce que la transmission se fait de personne à personne, et les personnes transportent le virus en eux, et c'est comme ça que ce virus-là circule. Mais le virus ne circule pas dans l'air comme du pollen, par exemple, qui serait transporté par l'air. C'est pas le cas. D'accord.
la mesure de confinement qu'il faut respecter. Alors, parlant de confinement, docteur Armand Guencap, vous le savez, notre président de la République, qui est d'ailleurs le vôtre également, puisque vous êtes certes français, mais d'origine camerounaise, le 30 avril dernier, le président Paul Biya a décidé de l'assouplissement des mesures prises pour arrêter la propagation du coronavirus, notamment l'ouverture des débits de boissons et tout ça au-delà de 18 heures. Alors, de votre côté, ça n'a pas encore été fait, c'est encore le confinement. Que pensez-vous de cette mesure prise par le chef de l'État, en tout cas vous là-bas en Occident, qui êtes d'origine camerounaise? Vous savez, c'est une très belle question que vous me posez. Dans la lutte contre cette pandémie, moi je suis sur deux fronts. Je suis sur le front de la prise en charge des personnes infectées aux urgences, mais je suis aussi sur le front de la communication, de l'information, de la sensibilisation. Et c'est pour ça que je suis si présent dans les médias. Je crois que c'est le 30e média. Vous êtes le 30e média que je fais depuis le début de mon combat contre cette infection à Covid-19. Le 26 février, moi j'ai commencé vraiment dans ma chronique santé à le docteur Armand que je diffuse tous les mercredis sur Midi 1 à parler vraiment de la lutte contre ce Covid-19 et notamment des mesures de prévention. Et vous faites bien de me poser cette question. Moi je veux vraiment saluer les mesures gouvernementales qui ont été prises au Cameroun. D'ailleurs, ces mesures gouvernementales montrent leur efficacité parce qu'on voit bien que le Cameroun résiste très très bien. On a à peu près 2000 personnes infectées seulement, je vais dire seulement, quand je me rappelle que le premier cas d'infection à Covid-19 au Cameroun survient en début mars. Nous sommes en début mai, nous sommes à 2 mois. On n'a que 2000 cas seulement. On peut toujours relativiser les tests en disant que tout le monde n'est pas testé et que les tests ne sont pas à grande échelle. Mais dans ce cas-là, on va se retourner vers la mortalité. On se rend compte que, alors que le pays qui dispose de beaucoup de moyens comme la France, où je suis, est en train de dépasser les 25 000 morts, ou a largement dépassé ces 25 000 morts-là, au Cameroun, on a à peine moins de 100 morts. Je crois qu'on est à 60, une soixantaine de morts, 64 décès, en tout cas de personnes à Covid-19. Donc moi je pense que c'est des mesures qu'il faut absolument saluer. Et puis il faut aussi demander aux Camerounais de ne pas relâcher, de respecter ces mesures-là. Effectivement, la décision gouvernementale qui intervient en levant certaines de ces mesures-là, moi je crois que c'est une décision qui essaie d'allier le bien-être des Camerounais et l'application d'un certain nombre de mesures qui sont assez contraignantes. On va essayer, compte tenu du fait qu'on contrôle un tout petit peu l'épidémie, on va essayer de lever un tout petit peu la pression sur le peuple parce qu'il faudrait pas qu'on puisse demander au peuple de choisir entre mourir de faim et de soif à son domicile ou de mourir de Covid-19. Donc on va essayer de couper la poire en deux. On va maintenir un certain nombre de mesures comme le port obligatoire du masque sur les lieux publics, un cache-nez sur les lieux publics, mais on va essayer de lever un tout petit peu la pression sur le plan économique pour que les débrouillards, les personnes qui vivent au quotidien puissent essayer de retrouver une petite bouffée d'oxygène pour essayer de suivre pendant cette guerre sanitaire. Moi, c'est comme ça que moi je vois les choses, mais c'est pas parce que ces mesures gouvernementales ont été levées que les Camerounais doivent se ruer dans les bars, que les Camerounais doivent se presser dans les bars et ne plus respecter les mesures barrières. Même si on boit sa bière dans un bar, je passe un message très fort à mes frères, mes soeurs camerounais. Je suis Camerounais moi-même, donc de respecter ces mesures barrières, même en buvant sa bière dans un bar. Et surtout aussi, je demande au bar de pouvoir mettre à la disposition des uns et des autres de l'eau et du savon pour pouvoir se laver les mains régulièrement. Et puis surtout que celles qui vont par exemple servir ces boissons-là puissent avoir la possibilité de se laver les mains assez régulièrement chaque fois qu'elles passent d'un service à un autre. Là, je parle des bars, mais je peux les multiplier pour d'autres actions dans la vie quotidienne. Il faut respecter les mesures barrières, je viens de les dire. C'est vraiment se laver régulièrement les mains si on n'a pas de solution hydroalcoolique et puis porter son cache-nez même lorsqu'on est dans un bar. Voilà ce que je peux apporter comme commentaire. Ici, le confinement va être levé le 11 mai prochain, mais ça ne va pas être une levée totale du confinement, ça ne va pas être un déconfinement généralisé. Comme ça a été un confinement généralisé, ça va pas être un déconfinement généralisé. C'est un déconfinement adapté, progressif, en fonction des régions
qui seront soit en rouge, soit en vert, le déconfinement sera généralisé. Mais lorsqu'on sera en présence d'une région, par exemple en rouge, à savoir une région en rouge sera une région qui accuse encore une circulation du virus qui se manifeste notamment par le nombre de personnes qui appellent pour des infections à Covid-19 les centres d'urgence, ou par exemple par le nombre de personnes qui consultent aux urgences. Lorsque ce nombre-là reste encore suffisant, cette zone-là reste en rouge et le déconfinement n'est que partiel. Pourquoi? Parce que la France ne voudrait pas connaître un rebond, une deuxième vague. Et c'est pour ça qu'elle essaie d'adapter un déconfinement partiel. Moi, je crois qu'au Cameroun, on a pris un certain nombre de mesures, mais les Camerounais doivent être responsables de leur santé, ils doivent être maîtres de leur santé et ils doivent vraiment être responsables, ils doivent appliquer des gestes citoyens et se protéger pour ne pas être malade, même si un certain nombre de mesures ont été levées. D'accord, docteur. Alors, nous connaissions les maladies nosocomiales, hein, ces maladies que l'on attrape dans les hôpitaux. Et est-ce qu'on pourrait dire que ce coronavirus est une maladie nosocomiale? Parce qu'on a quand même remarqué, on le voit sur les réseaux sociaux, des gens qui font des témoignages selon lesquels le mari, par exemple, j'ai vu sur Facebook une dame qui se plaignait, qui vociférait. Son mari avait un simple mal de tête. On l'a amené à l'hôpital et là-bas, on a tout de suite dit qu'il a le coronavirus alors qu'il n'avait pas vraiment de fièvre et tout ça. Est-ce qu'on a, enfin, l'impression qu'on pourrait avoir, c'est que c'est une maladie qu'on attrape beaucoup à l'hôpital aussi. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a beaucoup qui ont peur d'aller à l'hôpital parce qu'ils se disent, ah, une fois que je vais aller là-bas, on va dire que j'ai le coronavirus. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, la définition d'une maladie nosocomiale est bien une maladie qui va être transmise notamment à l'hôpital, à ce qui va être attrapé à l'hôpital. Vous avez tout à fait raison. Vous avez aussi raison de dire que le coronavirus peut s'attraper à l'hôpital pour quelqu'un qui vient peut-être pour une intervention quelconque et puis qui va peut-être attraper l'infection à l'hôpital parce qu'il aura été peut-être en contact avec quelqu'un qui est positif au Covid-19. Mais le coronavirus ne va pas épouser cette définition-là parce que en général, les maladies nosocomiales, les infections nosocomiales sont liées à des germes qui sont présents à l'hôpital. D'accord. Les germes qui sont présents à l'hôpital, qui sont présents de façon permanente à l'hôpital. C'est-à-dire que si on fait des prélèvements, par exemple, dans différentes structures hospitalières, on va retrouver ces germes-là qui sont présents malgré toutes les désinfections qu'on peut utiliser, on va retrouver ces germes-là. C'est pas le cas du Covid-19. Le Covid-19, il n'est pas présent à l'hôpital. Le Covid-19, il est apporté à l'hôpital par des personnes qui sont malades ou par des personnes qui vont infecter d'autres personnes. C'est pour ça qu'on ne peut pas considérer le coronavirus comme étant une maladie nosocomiale. Elle ne rentre pas dans la définition de maladie nosocomiale. Par ailleurs, vous parlez d'un cas, effectivement, qui a sévi un tout petit peu dans les réseaux sociaux, où j'ai effectivement vu aussi cette vidéo de cette dame qui se plaignait qu'elle va apporter son mari à l'hôpital. Il ne se plaignait que de maux de tête. Il n'avait pas de Covid-19. Et par la suite, on lui a fait comprendre que son mari est décédé de Covid-19. Moi, je n'ai pas les éléments du dossier médical vraiment pour me prononcer sur le fond. Mais sur la forme, ce que je peux apporter comme réflexion, c'est que les maux de tête font partie de la symptomatologie d'une infection à Covid-19. Les céphalées font partie de cette symptomatologie-là. Donc, une personne déjà qui vient consulter pour des céphalées, il faudrait mener un interrogatoire bien minutieux pour s'assurer qu'il y a pas d'autres signes qui accompagnent ces céphalées-là, parce que les maux de tête font partie de la symptomatologie d'une infection à Covid-19. Donc, c'est ce que je pouvais apporter un tout petit peu comme réflexion et comme complément d'information par rapport à ce qui est dit. Merci, docteur. Alors, je vous prie, hein, si ça ne vous dérange pas, si votre emploi du temps vous le permet, de rester un tout petit peu en ligne, le temps pour nous de mettre un peu de musique, hein, avant de recevoir des auditeurs qui vont vous poser des questions aussi. Si ça vous dérange pas, docteur. Il n'y a pas de souci. Merci. Il n'y a pas de souci. J'apporte vraiment ma contribution. Je reste en ligne et puis j'attends les questions des auditeurs. Merci beaucoup. À toi, Joseph.
Voilà alors, le docteur a apporté pas mal d'éléments en ce qui concerne le coronavirus. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la transition et puis on se retrouve juste derrière. Bienvenue dans l'univers de la matrice. Je joue avec la lettre P. Je joue avec O. Lettre B pour moi. La matrice des lettres, c'est votre jeu radiophonique. Juste un appel et gagne pas mal de lots avec le maître des jeux, Michel Mevor. C'est donc la transition qui annonce la deuxième partie de ce programme, amis auditeurs. Merci de nous prêter encore oreille attentive ce matin. Je rappelle que ça se passe au 670 68 0009 ou encore au 657 36 0006. Je reprends encore les codes d'accès à ce programme, le 670 68 0009 ou encore le 657 36 0006. Vous appelez, on va vous poser des questions liées au Covid-19. Vous donnez une bonne réponse et puis vous gagnez mano militaire et un lot qui vous sera remis de façon solennelle. Et il faudrait dire alors que c'est une émission assez spéciale ce mois-ci où on parle exclusivement du coronavirus. Alors, le premier auditeur se signale déjà au bout du fil. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment je t'appelle? Steve. Steve. Oui. Comment tu vas? Je vais bien. Alors, qu'est-ce qui commence la nuit et finit le matin? La veillée. Quoi? La veillée. La veillée, hein? C'est bien ça. Alors, Steve, Oui. on va te poser cette question qui avait déjà été posée ici. Alors, on va voir si vraiment tu as pu réviser tes leçons. Est-ce que la maladie à coronavirus est comparable à une grippe? Oui. Non. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. La question est trop facile, Joseph. Elle est trop facile. L'heure est d'humeur à durcir les choses ce matin. Bon, on va peut-être poser la question au docteur. Hein? Oui, pour qu'il apporte d'autres éléments. Oui, docteur Armand Genkap, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, alors Joseph a posé la question à un auditeur, à savoir, est-ce que la maladie à coronavirus est comparable à une grippe? L'auditeur a dit oui. Alors, qu'est-ce que... Ah, non, il a dit non. Il a dit non, Voilà. pardon. Il a dit non. Alors, moi, je pense quand même que c'est oui et non. Docteur, qu'est-ce que vous pensez de cette réponse et de cette question? L'auditeur a dit oui ou l'auditeur a dit non? Il a dit non. Il a dit non. Répondu. Il a dit non. L'auditeur a dit non. Mais l'auditeur a perdu. Il a perdu. L'auditeur a perdu parce que, effectivement, l'auditeur a perdu parce que la maladie à Covid-19 est vraiment comparable à une grippe. Faire la différence entre une infection à Covid-19 et une infection par le virus de la grippe, c'est très difficile. La différence se fait essentiellement sur les tests. D'ailleurs, quand cette infection à Covid-19 est arrivée en France, on n'avait pas encore les tests disponibles. On faisait d'abord le test de la grippe et lorsque le test de la grippe était négatif, on faisait après le test du Covid-19. Mais en fait, on a arrêté rapidement on a rapidement arrêté un tout petit peu cette pratique-là parce qu'on s'est rendu compte que parfois le test de la grippe était positif, mais la personne évoluait toujours de façon péjorative. C'est-à-dire qu'il n'évoluait pas normalement comme en général les infections grippales évoluent. Donc on faisait maintenant le test à Covid-19 et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait un Covid-19 aussi. C'est comparable à une grippe, mais c'est plus grave et plus dangereux que la grippe. La grippe en général au bout de 9 jours, on guérit très souvent même sans traitement. Même sans traitement, c'est quasiment les mêmes symptômes.
on va voir ces courbatures, on va voir effectivement ce mal de gorge qui arrive, on va avoir parfois ce petit rhume qui arrive aussi, on va avoir ce mal de tête, on va avoir, alors dans les formes un peu graves de la grippe, on a aussi des infections pulmonaires, ce qu'on appelle des pneumopathies grippales, et dans le Covid-19, on a effectivement ces pneumopathies-là qui d'ailleurs tuent, mais elles tuent aussi par un autre élément qui est la formation de microthrombose dans le poumon et qui provoque des embolies pulmonaires. Donc la réponse est oui, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais la réponse est oui, et malheureusement notre auditeur a perdu à la question posée. Oh là là. Alors le point ne lui est pas attribué parce que la VAR vient de décider. Désolé, c'est Steph qui a appelé. Ouais, Steve de Messassi. Désolé Steve de Messassi, tu as perdu. Bonne journée. Dommage. 670 68 00 09 657 36 0006. Amis auditeurs, vous appelez et puis on va jouer ensemble. Ungaba orange chez les Chinois, Manoué Boroué. Ok, l'Italie chez les Romains, Manoué Boroué. Ok, Bafoulansi chez les Français, Manoué Boroué. Ok, l'Amérique, Manoué Boroué. Africa Muna, Teba Sénégal, on a un barbecue. Au Sousa Cameroun, au Ligana, Manu di Bango. Yeah, Corona Mariano, yeah, Corona Mariano, yeah, Corona Nabeo, yeah, Corona Nabeo. Les enfants ne vont plus à l'école, les musiciens ne vont plus au cabaret, les pasteurs privés de leur assemblée. Corona Nabeo. Les activités sont arrêtées, l'économie est en baisse. Corona Nabeo, Corona au Tebarosi. Pulchérie Etundi, artiste, auteur, compositeur camerounaise qui chante le coronavirus. Pulchérie Etundi. Corona, Corona fula kunga. Corona kaljiga ndono kwangu. Corona ka basi yana ginawa. Corona kala te pakifu. Ah Corona, usala, utitidi comme la moto. Ah Corona, usala. Corona, leave out our country. Our love. 670 68 0009 657 36 0006. Amis auditeurs, vous êtes toujours attendus au bout du fil. On va poser une question au docteur. Alors docteur, il faudrait dire que forcément, on a connu l'existence d'un corona peut-être 16, 15, 17. Aujourd'hui, on est au corona 19. Alors, ma question est celle de savoir si jamais un corona peut-être 20 faisait son apparition, est-ce qu'il sera plus virulent que le Covid-19? Le chiffre 19 ne signifie pas qu'il y a eu initialement 18 corona. Voilà. Ben, il faut déjà peut-être commencer par là, docteur. Avant de répondre à la question de Joseph, tu dois expliquer pourquoi c'est Covid-19. Bah, pourquoi avoir choisi le 19? Exactement. C'est ça ce que je voulais expliquer. Le chiffre 18 ne signifie pas qu'il y a... le chiffre 19 ne signifie pas qu'il y a eu 18 corona au départ. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que les auditeurs comprennent très bien, je vais peut-être prendre 2 petites minutes pour bien leur expliquer ça. Le coronavirus, c'est des familles de virus. C'est des familles de virus, les coronavirus.
on connaît leur existence depuis les années 60. Leur particularité est que les coronavirus ont toujours sévi chez les animaux. D'accord. Et de temps en temps, les coronavirus se transmettent des animaux à l'homme, de temps en temps, par le biais du contact de l'homme avec ces animaux qui sont porteurs de ces coronavirus-là. Et la chauve-souris est identifiée comme étant le réservoir de ces coronavirus. À savoir que la chauve-souris aura des virus, du coronavirus, mais ne va pas en mourir, ne va pas développer une maladie au corona. Mais par contre, que la chauve-souris puisse se transmettre maintenant ce coronavirus-là à l'homme, le virus va partir de chez la chauve-souris chez un autre intermédiaire. Et c'est comme ça que, bon, en Chine, on a parlé du pangolin, mais il y a d'autres animaux qui sont identifiés. Et on a déjà eu plusieurs épisodes de coronavirus qui ont été transmis à l'homme et qui, par la suite, ont présenté une transmission interhumaine, à savoir des transmissions d'homme en homme, parce que le coronavirus, en aucun cas, ne devait se transmettre d'homme en homme. Ça veut dire se transmettre d'animaux à l'homme, mais pas d'homme en homme. Mais on a eu deux précédents cas. Le Covid-19, c'est le troisième cas. Le premier cas, c'est le SARS qui est intervenu en 2002, toujours en Chine. C'est d'ailleurs pour ça que le Covid-19, lorsqu'il est survenu, l'OMS l'a appelé le SARS-CoV-2. C'est-à-dire que le SARS, c'est le syndrome aigu. En gros, c'est en anglais, mais en français, c'est le syndrome respiratoire aigu sévère, syndrome respiratoire aigu sévère. Et il a appelé le SARS-CoV-2. C'est-à-dire que le syndrome respiratoire aigu sévère lié au coronavirus 2. Parce que le premier, SARS, c'était en 2002-2003 en Chine. Et d'ailleurs, par la suite, l'OMS a changé l'appellation de ce coronavirus-là qui est survenu en 2019 parce qu'il a appelé Covid-19. Covid, c'est en anglais, hein, ça veut tout simplement dire coronavirus. Et le D, c'est pour maladie, disease en anglais. Et puis le 19, c'est parce que ça a été découvert, en tout cas, l'OMS l'a répertorié en 2019. C'est un virus qui est apparu en Chine en novembre 2019, mais qui a été déclaré à l'OMS par la Chine en décembre 2019. C'est pour ça qu'il porte le mot 19. Et puis bon, certains disent, mais il y a le 20 qui est arrivé, mais nous sommes déjà en 2020. Je crois que le 20 n'arrivera plus parce qu'il n'y a pas de mot, on a plus en 2020. Voilà un tout petit peu. Voilà. Donc en fait, on a aussi un autre coronavirus qui est survenu en 2012. En 2010-2012, c'était en Arabie Saoudite, c'est le MERS. Lui aussi, il se transmettait de l'homme à l'homme. Donc c'est ça c'est la troisième, le Covid-19, c'est cette troisième souche de corona qui se transmet d'homme en homme, mais qui a une virulence beaucoup plus importante que les deux précédents, qui a un pouvoir de diffusion, de circulation beaucoup plus aussi important que les deux précédents. Et d'ailleurs, on se pose d'ailleurs la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est plus virulent, pourquoi est-ce qu'il est aussi plus contagieux que les deux précédents. Et c'est là où le professeur Montagnier nous apporte quelques informations, puisque vous avez peut-être suivi l'intervention du professeur Montagnier qui disait que oui. Dans cette variété de coronavirus Covid-19, on a retrouvé des séquences d'ADN du virus HIV qui le rend peut-être aussi virulent. Mais moi, je dois dire que peut-être que le professeur Montagnier en sait beaucoup plus et il nous a pas suffisamment dit. On espère qu'il nous dira beaucoup plus comment est-ce que ces séquences-là puissent se retrouver dans ce Covid alors qu'il n'aurait jamais dû se retrouver là-dedans. D'accord. Alors, docteur, moi, je voudrais poser une question. Est-ce que vous pensez que le coronavirus existait déjà, même peut-être en 2018, parce que je vais parler d'un cas personnel. Hein. J'étais à Paris en décembre 2018 et j'avais attrapé une vilaine grippe, mais qui m'a sérieusement secouée, au point où j'ai perdu l'odorat. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sens plus tellement les odeurs. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu être le coronavirus? Tout à fait. Alors, les coronavirus existent. Oui. Il y a plusieurs variétés de coronavirus. Moi, j'ai cité des variétés qui ont un pouvoir de mortalité
et un pouvoir de contagiosité très importante, parce qu'elles sont manifestées par des épidémies assez quand même catastrophiques, puisqu'il y a eu des morts et puis il y a eu plusieurs pays touchés. Mais les coronavirus humains existent. Les coronavirus humains existent et vont donner les signes que tu as décrits là, hein, la perte d'odorat, la perte du goût, des signes comme les signes de la grippe avec des maux de tête violents. Mais la différence avec ces coronavirus-là, c'est qu'ils ne développent pas des complications pulmonaires comme on a pu le remarquer avec le Covid-19. Le Covid-19 tue par ses complications pulmonaires. Vous avez quelqu'un qui à 9h du matin a des poumons sains et cette personne à 15h a des poumons totalement détruits. Wow. Et à 16h, cette personne est obligée d'être sous assistance respiratoire, sinon elle va mourir. Ça, c'est la spécificité du Covid-19. Ce qu'on ne retrouve pas avec le virus de la grippe, ce qu'on ne retrouve pas avec les autres variétés de coronavirus. C'est ça vraiment la spécificité du Covid-19. À savoir qu'il est assez mortel, il est assez virulent, il est assez violent dans son attaque. Oui. Mais il faut aussi dire qu'il n'attaque pas tout le monde de la même façon. Il va, par exemple, épargner des personnes qui n'ont pas de comorbidité, qui n'ont pas de maladies chroniques qui vont les fragiliser, vont bien résister, ne vont que s'arrêter au stade de syndrome grippal, perte de goût, perte d'odorat, les signes que vous décrivez. Mais les personnes qui ont des comorbidités, qui sont par exemple hypertendues, attention aux hypertendus, et un hypertendu qui attrape le coronavirus, c'est pas bien. Il faut vraiment que sa tension soit bien équilibrée, sinon il peut faire une forme grave du coronavirus. Les diabétiques, les insuffisants rénaux, et puis les personnes qui prennent des traitements immunosuppresseurs, des personnes qui souffrent des cancers, c'est des comorbidités qui font que ces personnes-là, lorsqu'elles ont l'infection peut évoluer de façon vraiment, les gens qui ont des insuffisances chroniques, hein, les BPCO, les bronchites chroniques, quand ces personnes-là attrapent cette infection à Covid-19, elles sont vraiment exposées à une forme grave de la maladie. Et la forme grave de la maladie, c'est toujours une détresse respiratoire qui va survenir parce que le virus va attaquer sérieusement les poumons. D'accord, docteur. Alors, il y a quelque chose que vous appelez saturation. On dit généralement que l'un des signes du coronavirus, c'est un problème de respiration, mais il paraît que c'est pas la respiration dans le sens d'inspirer et expirer, là, que nous connaissons. Mais comment est-ce que vous l'expliquez? C'est-à-dire que quand quelqu'un va à l'hôpital, on dit non, il a un problème de saturation, il ne sature pas bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça en français facile? Tout à fait, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert un peu tard en France. Et on a, en fait, jusqu'à présent, les maladies qui attaquent les poumons étaient des maladies qui s'accompagnaient tout de suite d'une gêne respiratoire. D'accord. Vous avez de l'asthme, vous allez tout de suite avoir du mal à respirer. Et avant que on constate que votre saturation, qui n'est autre chose que la concentration de votre sang en oxygène, avant qu'on se rende compte que la concentration de votre sang en oxygène est faible, le taux de saturation normale doit être de 100% lorsqu'on est bien oxygéné. Et au fur et à mesure qu'on est mal oxygéné, soit parce qu'on n'a pas suffisamment d'apport d'oxygène, soit parce qu'il y a un obstacle qui empêche l'oxygène de pénétrer dans l'organisme, soit parce qu'on a la machine, le poumon, qui permet d'absorber cet oxygène-là et rejeter le gaz carbonique. Cette machine est défaillante, c'est-à-dire que le poumon est défaillant. On peut avoir donc cette baisse de la saturation, de la concentration d'oxygène dans notre sang. Et dans toutes les maladies jusqu'à présent, on constate que lorsque cette saturation-là commence à baisser, les gens se sont déjà plaints quelques minutes, quelques heures avant d'une difficulté quelconque. Soit ils ont une difficulté à respirer, soit eux ils ont tout simplement une difficulté à inspirer ou ils ont une difficulté à expirer. En tout cas, on les sent en souffrance, même si la saturation est toujours normale. Dans le cas du Covid-19, qu'est-ce qu'on a constaté? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a perdu beaucoup de patients au début de l'infection. On s'est rendu compte que les patients pouvaient arriver, ils ne se plaignent de rien. Ils se plaignent seulement d'une petite fièvre, ils se plaignent d'une petite toux, ils se plaignent de petites courbatures. Enfin, ils se plaignent de petits signes qu'on connaît
dans les syndromes grippaux. Mais lorsqu'on prend les paramètres vitaux en français facile, c'est la tension artérielle, c'est la fréquence cardiaque, c'est bien évidemment la saturation et c'est bien évidemment la température et la fréquence respiratoire. C'est des paramètres vitaux, c'est des paramètres qui permettent de savoir que l'organisme se porte bien. Ces paramètres-là doivent être compris dans une fourchette normale. Et on s'est rendu compte qu'au lieu d'avoir une saturation à 100%, qui est la saturation normale pour toute personne qui est normale, on s'est rendu compte, alors que la personne ne présentait aucune détresse respiratoire, cette saturation-là était effondrée. Elle descendait jusqu'à 85%. Je dois vous dire que quand on descend à 85%, on n'est vraiment pas bien et on se plaint. C'est des gens qui se disent que mais ils vont mourir, ils savent qu'ils vont mourir. Mais dans le Covid-19, ce n'est pas le cas. Les gens disent, oh, j'ai une petite gêne respiratoire, mais sans plus. Et quand on prend la saturation, c'est encore ce paramètre, c'est nettement dégradé. Il est passé largement au rouge. On considère que ce paramètre passe au rouge lorsqu'il descend en dessous de 95%. Et puis on va considérer qu'il passe vraiment largement au rouge lorsqu'il descend en dessous de 92%. Il ne devrait en aucun cas descendre en dessous de 92%. Et on trouve des gens à 85%, vous comprenez un tout petit peu. C'est ça la saturation un peu. Et dans le cas du Covid-19, il faut absolument suivre ce paramètre-là, parce que c'est le paramètre qui signe l'alerte d'une difficulté respiratoire, c'est le paramètre qui signe l'alerte d'une décompensation respiratoire qui est en train de s'installer, et pas qui même est en train de s'installer, qui s'est même déjà installé. D'accord. Ok, merci docteur pour toutes ces explications. Nous avions un auditeur en ligne, mais je pense qu'il est parti. Dès qu'il va rappeler, on va se permettre de couper le docteur parce j'ai encore envie de poser une question relative au traitement qui a été trouvé par Madagascar. Alors, il paraît qu'il y a eu des polémiques entre Madagascar et l'OMS. L'OMS aurait d'abord, dans un premier temps, déconseillé aux populations de prendre ce médicament venant de Madagascar. Et dans un deuxième temps, je parle au conditionnel parce que c'est des choses qu'on lit sur les réseaux sociaux. On n'en a pas la certitude. Aurait proposé 20 millions de dollars au président malgache pour acheter, comment ça s'appelle? Vous appelez ça quoi encore? L'artémisia, la tisane d'artémisia. Voilà, pour acheter la tisane d'artémisia. Non, je cherchais le terme approprié. Comment on appelle le produit organique. Oui, pour acheter, je sais pas, en tout cas pour acheter cette affaire. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que tout ça est vrai? Est-ce que tout ça est vrai? Déjà, est-ce que cet artémisia-là, fabriqué par Madagascar, pourrait tuer le coronavirus? Est-ce que ça marche? Vous savez, moi, je pratique une médecine réaliste. D'accord. Alors, qu'est-ce que signifie pratiquer une médecine réaliste? Voilà, je vais couper le docteur, je cherchais le mot licence. Voilà, pour acheter la licence malgache. Ouais, vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Tout à fait. Moi, je pratique une médecine réaliste. Pratiquer une médecine réaliste signifie que, en temps de guerre, on pratique la médecine. En temps de guerre sanitaire, on pratique la médecine de guerre et on utilise les moyens de guerre. C'est vrai qu'en tant que médecin, pour moi, un produit a une efficacité prouvée lorsqu'elle est passée à travers un essai scientifique bien mené avec deux bras, ce qu'on qualifie de ces... Alors, docteur, je vais vous couper. Il est parti. On avait un auditeur, je vous avais demandé la permission de vous couper, mais malheureusement, il est parti. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez couper à tout moment lorsque l'auditeur revient. D'accord. Vous pouvez couper à tout moment, ça ne nous gêne pas du tout. Ok, merci. Pour continuer sur ce que j'étais en train d'expliquer, pour moi, médecin, un produit est considéré efficace lorsqu'il est passé à travers les mailles d'un essai scientifique bien mené. Alors, il est là l'auditeur, docteur, s'il vous plaît. Il est là. Alors, bonjour, cher auditeur. Comment tu t'appelles? Amougou Martin. Amougou Martin. Alors, Amougou Martin, nous sommes en compagnie du docteur Armand Genkapa, qui est un brillant docteur qui évolue du côté de l'Occident, notamment de la France. On va vous poser une question. On va te poser une question. Tu vas t'éloigner d'abord de ta radio, hein, monsieur Amougou, vraiment. Éloigne-toi de ta radio. Carrément de ta radio. Voilà. Amougou. Voilà. Tu nous appelles d'où?
D'accord, des Bolova? Ah, de Yaoundé, d'accord. Alors, je vais te poser une question et le docteur va nous dire si tu as trouvé ou pas. Est-ce que tu penses que le climat tropical, en tout cas notre climat en Afrique, est favorable au coronavirus? Est-ce que tu penses que ça aide à tuer le virus, Covid-19? La chaleur aide à tuer le Covid-19. Tu confirmes que notre climat aide à tuer le Covid-19? Oui. Par rapport au climat froid de l'Occident? Oui. Alors, je ne sais pas, donc docteur Armand Guenkap, est-ce que vous confirmez ou infirmez cette réponse? Moi, je pense qu'on peut lui donner une réponse, on peut lui dire oui, on peut l'applaudir parce que, je lui dis pourquoi, on n'a pas encore d'études scientifiques menées qui le prouvent, mais lorsqu'on mène une étude observationnelle, on se rend compte, et c'est la seule explication qu'on peut avoir, on se rend compte que lorsque le virus est arrivé en Europe, il a été dévastateur. Et lorsque ce virus arrive en Afrique, on ne comprend pas comment se fait-il qu'en une semaine, il a fait des milliers de morts en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, où il est quasiment à peut-être plus de 70 000 morts ou près de 70 000 morts. Je ne connais plus les chiffres, tellement les chiffres changent au jour le jour. Alors que dans un pays comme le Cameroun, on n'a même pas franchi les 100 morts. Pourtant, nous sommes dans une population quand même de 30 millions d'habitants, une population non négligeable, c'est quand même la moitié de la population française. Mais ce virus-là n'a pas commis autant de morts, ce virus-là n'a pas touché autant la population. Donc on pense que le climat l'atténue. Il faut encore des études, des données, des études bien menées pour pouvoir le confirmer, mais rien que par l'observation, moi je pense qu'on peut donner un satisfecit à notre auditeur et dire qu'il a raison. D'accord, merci docteur. Alors, merci docteur Amougou. Alors, tu gagnes un lot à la FM 94. On applaudit pour Amougou. Docteur, vous êtes tellement intéressant que nous n'avons pas envie de vous quitter. Malheureusement, nous devons céder l'antenne à l'émission suivante. Est-ce que, si ça ne vous dérange pas d'ici la fin de la semaine, on va vous contacter à nouveau, tellement nous avons encore beaucoup de questions à poser au docteur Armand Guenkap. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je reste à votre disposition. On pourra convenir d'une heure et puis je pourrai répondre aux questions des auditeurs. Je pourrai apporter d'autres informations que je n'ai pas pu apporter aujourd'hui. Et je reste vraiment à votre disposition et je vous remercie de m'avoir sollicité pour apporter ma contribution, ma modeste contribution pour ce combat que nous devons mener contre le Covid-19. Et je dis bien que nous gagnons ce combat aussi par une bonne information. Et ce qu'on fait dans cette émission est quelque chose de très important. Je vous félicite pour ça et je loue votre initiative. Il faut aller de l'avant, il faut continuer de la sorte, édifier notre peuple, édifier nos frères et sœurs, édifier le public de la FM 94 CITV Radio. Amen. Merci. Amen, docteur. Merci beaucoup. Bonne journée, docteur. Bonne journée, au revoir tous les auditeurs. Au revoir. Bye bye. Joseph, le docteur. Dieu viens nous sauver. Mon Dieu viens nous sauver. Jésus viens nous sauver. Jésus viens nous sauver. Jésus sauve Coribé. Jésus sauve Coribé. Ensemble, stoppons la pandémie de coronavirus Covid-19 en prenant des précautions. Une courte pause. Go small break. On se retrouve tout de suite après la pub. Yaoundé FM 94. Because your health matters to us, we recommend you use Orange Money account to pay your NAU bills without displacing yourself at *150*31#. Until 20th June 2020, no charges for all bills of less than 25,000 francs. In addition, to help limit cash handling, your account-to-account Orange Money transfers are free, no matter the amount, until 20th April. Orange cares about you. Orange. Après la pub, la musique revient en grand galop. The music returns at full gallop. 94 FM. La meilleure fréquence. La meilleure fréquence. En tout. On a une fois, on vit une fois et on meurt pour toujours. Profitons de la vie. Une main haut, une aille.
Oui, chers auditeurs de la Matrice des Lettres, cette émission s'achève. Nous avons eu l'honneur, l'insigne honneur de recevoir un grand médecin du côté de l'Occident, Dr Armand Guencap, qui a répondu à toutes nos questions, qui va revenir, parce qu'il est tellement intéressant, comme tous les autres médecins que nous avons reçus auparavant d'ailleurs. Joseph. Oui, il ne nous reste plus qu'à mettre la clé sous le paillasson, tout en donnant rendez-vous à nos auditeurs. Demain, lorsqu'il sera à 10h sur la même chaîne, question de répéter le même exercice. Et forcément, demain, nous aurons un autre médecin qui va aussi nous apporter d'autres éclairages au sujet de ce Covid-19 qui ne cesse de nous paralyser. Alors, amis auditeurs, tout à l'heure, le flash d'information est juste après. Retrouvez Max et Langambala dans le cadre de l'émission Les 50 minutes de Max. Allez, d'ici à là, portez-vous bien, gardez le sourire, restez confinés. Au revoir, 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 restez confinés. Au revoir.